Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle controverse dont l'objectif sera d'évoquer la faible progression des travailleurs peu qualifiés. Est-ce une fatalité aujourd'hui? À mes côtés, pour répondre à cette question, Marie-Ange Debon, présidente du directoire de Keolis, une filiale de la SNCF, qui traite évidemment au quotidien et dont beaucoup d'entre nous se servent au quotidien par les transports publics. Et puis à ses côtés, Pierre-André de Chalandard, ancien président de Saint-Gobain, qui est aujourd'hui président de l'Institut d'entreprise, président de la Fabrique de l'Industrie et président du comité de surveillance de l'ESSEC. C'est ça ? Du conseil de l'ESSEC, pardon. Et donc, l'idée, c'est d'évoquer un sujet qui est au cœur de notre actualité. La vraie question de savoir si aujourd'hui il y a un avenir et comment on gère l'avenir des personnes non qualifiées et si aujourd'hui la promotion sociale existe encore. On sait par exemple que par le passé, de grands chefs d'entreprise comme Jürgen Schrepp par exemple, qui a commencé comme apprenti au sein de Mercedes, est devenu le patron de Daimler-Benz. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible? En 2 minutes peut-être, faire un premier constat l'un et l'autre. On va commencer par Marie-Ange Debon. Alors, en 2 minutes, vous donniez cet exemple, c'est marrant, mais chez Keolis, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le patron des États-Unis, qui gère 1 milliard de chiffre d'affaires sur Keolis, qui fait 7 milliards, David Scory, il a commencé à 16 ans comme contremaître, et il a monté toutes les étapes. Et on n'est pas en train de parler de la France et de son régime social ou de sa culture de formation. On parle des États-Unis. Donc, et il y a longtemps, il est bien de partir à la retraite. Et oui, c'est un exemple vivant appliqué à Keolis. Nous, on est une entreprise de services, donc beaucoup de collaborateurs. Pour moi, c'est une entreprise d'ascenseur social par excellence. Donc, je ne me reconnais pas. En tout cas, dans le métier du transport public et dans une entreprise comme Keolis, il y a tout sauf une fatalité. C'est vraiment l'inverse. Par la polyvalence, par la formation, il y a une progression. Des collaborateurs. Et en fait, dans nos métiers, nous recrutons des gens qui arrivent sans aucune formation. Ils peuvent même venir sans le permis. Donc, et peu à peu, permis B, permis D. Formation, donc il n'y a aucun besoin de parcours académique quel qu'il soit pour rentrer chez Keolis et ensuite il y a évidemment un parcours de formation, de polyvalence, de progression. Donc on a des secteurs, alors est-ce que ça s'applique à d'autres secteurs? Peut-être qu'on peut être plus prudent sur d'autres secteurs, mais le secteur des transports publics est à mon sens un exemple assez marqué de non-fatalité, la progression des collaborateurs peu qualifiés. Monsieur de Chalandard, est-ce que parfois on considère ces salariés sont considérés comme invisibles? Est-ce que dans l'industrie c'est un sujet aussi, ou est-ce que finalement vous vous retrouvez dans le constat qui est fait par Marie-Ange Debon sur le rôle et la progression possible de ces salariés? Ouais, alors d'abord, je pense que le sujet des travailleurs peu qualifiés, c'est un enjeu extrêmement important, surtout si ça génère des frustrations. Et on voit bien que si ça s'accompagne d'un sentiment de déclassement, de frustration, ça peut générer de la colère. C'est les gilets jaunes. Donc c'est un enjeu social extrêmement important pour le pays. Alors si on essaie de voir qui sont aujourd'hui les salariés peu qualifiés, moi, il y a 4 choses qui me frappent. La première, c'est qu'ils sont pour l'essentiel dans le secteur tertiaire, les services. Alors que historiquement ils étaient pas mal dans l'industrie. Alors pourquoi ils sont moins dans l'industrie? Pour 2 raisons. Une que je trouve mauvaise, c'est qu'il y a moins d'industrie. Et l'une qui par contre est bonne, c'est que l'industrie connaît plus de changements que les secteurs des services sur le plan technologique, sur le plan de la productivité. La productivité dans l'industrie historiquement est élevée, ça veut dire qu'il y a des changements dans les types d'emplois, et donc du coup il y a besoin de former.
Et donc, du coup, il y a une qualification importante. Toutes les vagues d'automatisation qu'il y a pu y avoir historiquement dans l'industrie se sont traduites par une baisse en pourcentage des ouvriers peu qualifiés. Donc c'est un sujet, j'allais dire, beaucoup plus des services. Alors, j'appelle, moi, de mes voeux, une certaine réindustrialisation de la France, mais il faut être réaliste. C'est pas en repassant de 10 à 12 à 15% de l'emploi industriel qu'on va régler le problème des salariés peu qualifiés. Oui, mais c'est quand même intéressant parce que ça confirme le rôle d'ascenseur social qui a été historiquement le cas et qui reste le cas de l'industrie. Voilà. Donc c'est une problématique, moi, à laquelle je n'ai pas été tellement confronté chez Saint-Gobain, hein, où la qualification, elle est assez naturelle, la formation, elle est assez naturelle. La deuxième caractéristique, et c'est ça qui fait que ça peut devenir un enjeu social, la deuxième caractéristique, c'est qu'il y a plus de femmes, plus de jeunes de 15 à 24 ans dans les salariés peu qualifiés. Ils sont plus souvent au chômage et c'est une partie importante d'entre eux, ils ont un temps de travail plus faible. Donc ils ont, parce qu'ils sont souvent, et ça c'est une spécificité française, parce que sinon on trouve à peu près les mêmes caractéristiques dans les autres pays, mais en France aussi, c'est qu'on a un pourcentage important de temps partiel subi, et ça touche essentiellement les salariés peu qualifiés. Donc on voit bien qu'il y a un enjeu important qu'il faut régler, et il faut le travailler, je pense, surtout dans les secteurs où le sujet se pose, c'est-à-dire pas dans l'industrie en fait. Okay. Oui, juste en rebond. En rebond, et je crois que Pierre-André a raison sur un point. En fait, il y a souvent aussi sur plusieurs points, mais sur un des derniers qui c'est en fait souvent une des problématiques, c'est qu'on conjugue souvent plusieurs difficultés en même temps. Donc une qui est la pénibilité, parce que malheureusement souvent les emplois peu qualifiés conjuguent en plus la pénibilité, ce qui désengage du travail, ne donne pas envie de la formation. Donc c'est un premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est les familles monoparentales, et les femmes sont les plus concernées, puisque 80% des familles monoparentales sont des familles autour de la femme, et quand on conjugue peu qualifié, pénibilité et famille monoparentale, vous rendez en effet le sujet beaucoup plus complexe à traiter. Donc très souvent le blocage il se fait parce qu'on conjugue plusieurs facteurs négatifs sur lesquels il faut qu'on travaille. Mais c'est aussi des métiers souvent en tension. Et dont on a du mal à pourvoir certains postes. Vous l'expliquez, vous, de temps en temps, en disant que le recrutement se fait parfois, et parfois on a même dans certains métiers, alors pas chez vous, mais on sait que dans ce que disait tout à l'heure M. Le Chalandard, la restauration ou d'autres sujets, on peut même avoir un recours à l'immigration et parfois même à l'immigration sans papier. Non, mais on a été un métier en tension, on reste encore un métier en tension. C'est d'ailleurs pour ça que depuis 3-4 ans, on a multiplié les actions. Mais un exemple pour montrer la capacité d'intégration, on a beaucoup travaillé avec les associations d'inclusion par le sport. Et vous touchez des publics qui sont très très loin du travail. Alors typiquement des jeunes qui ont un peu du mal à se lever le matin, mais qui pour aller sur un stade peuvent se motiver un peu plus. Et le travail qu'on a fait avec certaines associations pour l'insertion par le sport, c'est toute une phase qui s'inscrit dans le temps, à la fois de travail collectif. On avait des équipes de chez nous qui allaient même dans les stades accompagner les jeunes, puis ensuite qui les emmenaient en formation. Et ensuite, il faut les faire toucher très vite du doigt le travail, la rémunération, et vous les re-rentrez dans un parcours de vie professionnelle. Et après, il faut gérer les évolutions de carrière, comme la polyvalence, les augmentations, parce qu'il faut aussi qu'il y ait une rémunération qui suive. Mais la promotion, ça peut être hiérarchique et ça peut être financier. Est-ce qu'au final, aujourd'hui, un des problèmes n'est pas le fait qu'on soit dans une dimension plutôt de polyvalence, donc de faire évoluer les personnes dans des métiers différents, mais qu'il ne soit pas finalement une progression sociale telle qu'on l'a connue par le passé? Monsieur le Chalandard. Oui, ben le sujet, d'abord, il y a la progression, ça peut se voir de deux manières. C'est une progression en termes de contenu du travail. Et donc là, il y a un élément vertical historiquement. Et ça, d'ailleurs, ce qu'on peut voir, c'est que dans beaucoup de métiers de service, il y a la formation à ce qu'est le management n'existe pas dans les formations initiales.
à la différence de ce qu'on a plus souvent dans les formations techniques. Donc oui, à partir du moment où il y a la formation au management est plus faible, la possibilité de promotion en termes hiérarchiques, donc verticale, est plus limitée. Et dans beaucoup de métiers de service, c'est plus difficile. Après, il y a la question de la mobilité professionnelle ou géographique. Et là, moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a quand même une différence plutôt en fonction de la taille de l'entreprise. Et la taille de l'entreprise, quand on est dans une entreprise d'une certaine taille, il y a en général des directions des ressources humaines, il y a des services de ressources humaines, et donc du coup on s'intéresse à ces sujets. Qui est un peu un luxe quand l'entreprise est plus petite. Je vais vous donner un exemple qui est quand on fait un recrutement. Moi, dans les différentes filiales de Saint-Gobain, c'est très rare qu'on recrute quelqu'un pour le job qu'il va faire. On recrute quelqu'un avec l'idée qu'est-ce qu'on va en faire dans les 5 ans à 10 ans. Et ça, à tous les niveaux. Quand vous êtes dans une PME, malheureusement, très souvent, on recrute pour le job. Et donc, à partir du moment où vous recrutez pour 5 à 10 ans, la formation, elle devient quelque chose de plus naturel. Cette formation, Madame Demont, est-ce que ce n'est pas aussi une formation nécessaire des managers intermédiaires pour leur apprendre à identifier des talents que sur des métiers qu'on considère, comme je disais tout à l'heure, parfois invisibles, et le regard doit changer de la part de toute la chaîne aussi. Deux choses. D'abord, sur le sujet de la polyvalence, en effet, nous, la polyvalence, on la conçoit pour deux choses. Évidemment, pour l'organisation du travail, qui est, si vous avez des conducteurs qui peuvent à la fois faire bus, tram et métro, votre organisation du travail est tout simplement plus souple, mais évidemment du point de vue aussi du collaborateur, parce que quand il préfère avoir le rythme du métro, une cabine fermée ou avoir en contact avec le public dans un bus, il peut avoir dans des moments de sa vie des attentes différentes. Et puis on conçoit la polyvalence vers d'autres métiers aussi, comme régulateurs. Les conducteurs chez nous peuvent monter la courbe du management, et je vais en venir à votre point sur le sujet de la maîtrise, c'est-à-dire qu'au début, ils sont conducteurs, et puis après, ils peuvent encadrer, sur certaines lignes, on peut avoir 50 conducteurs, ils encadrent, ou plus bien sûr, ils encadrent, un conducteur peut être en responsabilité d'une 50aine de conducteurs, il a lui-même commencé par ce métier, et puis il monte, il peut être en régulation dans un PC, derrière des écrans, et au téléphone avec les conducteurs, donc il y a une grande variété et de polyvalence et d'évolution, et c'est vrai qu'un point majeur d'attention, c'est finalement une couche managériale intermédiaire pour lequel on a beaucoup travaillé, nous, chez Keolis, ces dernières années, pour réapprendre apprendre qu'est-ce que c'est que le leadership, parce que leadership, et là, je ne parle pas de position de COMEX, mais comment vous motivez 50 conducteurs, quel message vous leur passez, comment vous leur donnez des perspectives, comment vous leur expliquez ce que fait l'entreprise, vers où elle va. Voilà, donc ce n'est pas inné, ça s'apprend aussi, mais ça permet à la fois de plus motiver un certain nombre de collaborateurs qui sont plus modestes et des évolutions de carrière et de perspectives de carrière de nos personnels. Et la polyvalence, si vous voulez, ça suppose une formation, c'est ce que vous faites. Le problème, si je raisonne indépendamment de Keolis, qui est une entreprise très vertueuse de ce point de vue-là, mais si on raisonne au niveau national, les choses s'aggravent pour au départ ceux qui sont peu qualifiés, parce que c'est eux qui sont le moins formés. Si on prend des statistiques nationales, 72% des salariés en moyenne ont reçu une formation, c'était une statistique de 2022. 27% des salariés non qualifiés ont reçu une formation en année 2022. Donc en fait, on crée un cercle vicieux de ce point de vue-là. C'est qu'on forme les gens qui sont déjà qualifiés. Donc former ceux qui sont non qualifiés, effectivement, les grandes entreprises le font,
mais globalement, c'est pas souvent. Alors, est-ce que c'est pas facile parce que le retour sur investissement est compliqué sur une formation longue et que finalement, aujourd'hui, l'intérêt économique n'est pas en adéquation. C'est la même chose, si vous voulez. Quand vous avez une vision à moyen terme de vos salariés, eh ben, vous investissez dans la formation. Quand vous avez embauché, que vous regardez pour le job, vous dites si je forme. Et si il n'y a pas le cadre dont vous avez parlé, le cadre de management général, et ben à ce moment-là, vous hésitez parce que vous dites qu'il va partir dès qu'il est formé. Non, mais la formation, c'est un effort multi-parti, si je puis dire. Hein. Évidemment, les entreprises en portent une grande partie, mais il y a tout le système français de mutualisation de la formation qui est aussi très, très important. Et il faut travailler sur les publics les plus fragiles, ce que je mentionnais, parce que c'est ceux-là vers lesquels, au-delà des formations qui sont organisées par les entreprises, c'est comment on cible ceux qui conjuguent les conditions les plus difficiles. Parfois, en effet, ça commence aussi par le français. Donc, comment vous avez les formations de base et comment vous accompagnez familles monoparentales sur ce sujet pour permettre de dégager du temps et faire de la formation. Alors, un des sujets qui a été pendant ces 3 jours en fil rouge quasiment, c'est l'intelligence artificielle. Il nous reste quelques minutes. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle va avoir, selon vous, quel impact sur ces salariés? Est-ce que finalement, ça peut demain leur redonner sur les emplois qu'ils occupent, lui redonner une nouvelle vigueur dans la mesure où c'est pas forcément automatisable, pas forcément. Ou alors est-ce qu'au contraire, ils risquent d'être emportés aussi et qu'on doit se poser la question de savoir quel impact ça aura? Si vous permettez, je voudrais aborder un autre sujet avant qu'on n'a pas abordé, c'est que quand on parle de progression des travailleurs peu qualifiés, là on a parlé de progression de carrière, de changement de travail, d'enrichissement des tâches, de polyvalence, etc. Mais on peut aussi parler, je pense qu'il y a la progression, c'est aussi la progression de la rémunération. Oui. Bon. Et là, on a un vrai problème en France, je pense, c'est qu'avec nos systèmes d'allègement de charges qui ont été accru en permanence. Et pourquoi il y a des allègements de charges? Il y a des allègements de charges parce qu'il y a trop de charges. Sinon, il n'y aurait pas besoin de faire des allègements de charges. Et les allègements de charges sur les bas salaires, avec une particularité de la France, c'est qu'il y en a un nombre par rapport aux autres pays très important de salariés qui sont proches du SMIC. Les allègements de charges à ce niveau-là font que pour une entreprise, pour que le salarié ait 100 euros de plus, quand vous êtes proche de ce niveau-là, il faut donner 2,4. Et si je prends le point de vue du salarié, pour que de point de vue de son revenu, il ait une augmentation de 100 euros, en fait, il faudrait que, tout compris, l'entreprise lui donne 580 et non pas 2,4, parce qu'il y a des histoires de primes d'activité, d'allocation, etc. en moyenne. Donc on voit qu'il y a une désincitation à l'augmentation salariale pour le salarié et pour l'employeur. Et ça, quand même, c'est un gros frein. Hein, donc voilà. Alors, non, mais je vous en prie. Non, mais vous avez raison parce que l'IA. Du coup, je vais laisser Marie-Ange répondre d'abord sur l'IA. Pour finir sur l'IA, comme c'est un peu une controverse, je vais faire un peu de provocation. Sur le sujet des rémunérations, il y a quand même pas mal d'autres sujets. Il y a qu'est-ce que c'est que la notion de salaire décent et est-ce que toutes les entreprises ont un comportement sur le sujet? Il y a la notion de hiérarchie des rémunérations, du partage quand même de la valeur ajoutée. Est-elle la plus efficace possible pour engager le plus de collaborateurs possible? Donc les hiérarchies de rémunération, c'est tout notre système de rémunération d'ailleurs très impacté par ce qui peut se passer dans d'autres pays qui pose question. Donc c'est la complexité du partage de la création de valeur. Aussi. Sans compter qu'une augmentation. Alors, sur l'IA. Oui, sur l'IA, allons-y, pardon. Sur l'IA, il y a 2 thèses. Il y a 2 thèses. Il y a la thèse des gens qui disent que ça va être une révolution, et notamment dans tous les domaines, mais dans les services, très importante sur les niveaux intermédiaires où on va avoir moins de monde, et du coup, on va avoir encore plus de travail peu qualifié. Bon, ça, c'est la thèse, j'allais dire, que l'on entend le plus souvent. Moi, j'avoue que
l'expérience que j'ai des précédentes vagues d'automatisation, est-ce que l'IA, ça ressemble à la robotisation? Je ne sais pas, mais j'ai tendance à dire que c'est pas le contraire complètement des vagues qu'on a connues. Et là, dans l'industrie, je peux vous dire qu'on en a connu des vagues successives importantes. Moi, le constat que je fais, c'est qu'au bout de quelques années, toutes ces vagues de progrès technologiques, d'automatisation, in fine, ça a été plutôt bon pour les qualifications. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a moins d'ouvriers peu qualifiés dans l'industrie et que ça n'a pas été mauvais en termes d'emploi globalement. Ça fait des déplacements, ça n'a pas été mauvais. Ceci étant, aujourd'hui, il y a les deux thèses. Je crois que la thèse que je défends, moi, elle est plutôt minoritaire, mais on le saura qu'une fois que ça sera passé. Marie-Ange Demont. C'est très disruptif, c'est sûr, donc ça rebat les cartes, forcément. On voit aussi que la relation des gens au digital est assez complexe à segmenter, parce que nous, dans les études qu'on fait, par exemple, on voit, initialement, on disait les personnes âgées sont totalement plus adaptées au digital. En fait, c'est devenu plus compliqué que ça, parce que finalement, il y a toute une population qui a fait le saut du digital à partir de 65-70 ans et qui donc est devenu, qui a une certaine agilité et du temps pour se former. Et inversement, des très jeunes qui n'ont pas eu les bases. Alors il y en a évidemment, ils sont très agiles sur leur téléphone, mais il y en a d'autres qui peuvent être assez perturbés par le digital. Et donc l'impact de l'IA, ça nous oblige à repenser complètement les formations. Et là, on touche à un gros problème, à mon sens, dans nos métiers d'une manière générale. C'est comment on forme aux sciences, aux mathématiques, les plus jeunes. Et la France est particulièrement mauvaise. Et en France, les filles sont particulièrement moins bien formées. Pour X raisons culturelles, y compris les dernières réformes, et la place des mathématiques et des sciences à l'école française reste une vraie question et un problème pour toutes les formations et tous les métiers. En conclusion, puisqu'il nous reste 1 minute, est-ce que vous êtes optimiste sur la capacité à ce que demain on retrouve davantage de progression et finalement de progression sociale, ou est-ce que vous êtes plutôt pessimiste? Moi, je suis plutôt optimiste parce qu'il y a un facteur majeur en ce moment qui est l'évolution démographique. Et l'évolution démographique, on l'en voit déjà, les résultats. Aujourd'hui, si vous voulez, ça fait quand même 1 an et demi qu'on a une conjoncture qui est beaucoup moins bonne. Tout le monde annonçait une augmentation du chômage. On a très peu d'augmentation du chômage parce qu'il y a moins de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Donc l'évolution démographique, elle a déjà une conséquence sur le marché du travail. Et donc ça veut dire que les rapports entre les entreprises et les salariés vont évoluer, que les entreprises vont avoir... aujourd'hui, elles ont déjà du mal à recruter, ça va être de plus en plus important. Et donc, si elles voudront recruter à l'avenir, il faudra qu'elles soient plus attractives et donc qu'elles s'occupent des problèmes qu'on a traités. Donc, ça veut dire aussi quand le travail il est peu qualifié, ça veut dire aussi d'aller essayer de motiver avec un projet, avec une fierté collective. Et je crois que ça va devenir extrêmement important d'enrichir les tâches d'une manière ou d'une autre si les entreprises veulent recruter et garder leurs salariés. C'est vrai que le rapport au travail des populations qui arrivent aujourd'hui dans le marché du travail n'a plus rien à voir. On voit la relation à l'intérim n'a rien à voir par rapport... les jeunes sont à l'aise avec le CDD et l'intérim, parfois, et plus que le CDI. Donc on n'a pas du tout le double travail aussi. Nous, on lutte beaucoup contre le double travail pour les conducteurs, mais voilà, cette agilité collective et cette vision finalement assez... parfois court-termiste, on ne s'inscrit plus nécessairement dans un parcours de carrière qui va durer avec de l'ancienneté acquise, des points qu'on cumule. C'est très disruptif, mais ça montre aussi notre capacité permanente d'adaptation, et il faut derrière les entreprises s'adaptent aux collaborateurs, puisque le rapport de force s'est inversé aujourd'hui entre l'offre et la demande sur l'emploi. Merci à tous les deux. Malheureusement, on n'a pas le temps de questions, mais merci.